cas, moi, je suis trop contente de vous accueillir aujourd'hui pour un de nos Lion Lunch. Comme on en fait régulièrement, les Lion Lunch, on accueille toujours un expert. Et ensuite, eh bien, on développe sur un sujet qui nous tient à cœur, un sujet du moment. Aujourd'hui, on va maîtriser l'agilité grâce à Aurélie qui nous rejoint. Aurélie, c'est une super alumni qui a été déjà chez Lyon. Donc, on va passer 1 heure ensemble pour parler de l'agilité. Vous pouvez allumer votre caméra, votre micro. En plus, comme on n'est pas nombreux, ce sera très bien. Mais avant, petite série de présentations. Donc, moi, je suis Margot. Je travaille chez Lyon depuis 6 mois. Lyon, c'est quoi? C'est l'école de l'ère entrepreneuriale. Qu'est-ce que c'est que l'ère entrepreneuriale? Le but, c'est pas de devenir des entrepreneurs. Le but, c'est de devenir entreprenant, d'avoir les clés, les outils en main pour tester, se mettre en action et vraiment oser. Oser sortir dans cet environnement qui bouge à 100 à l'heure. Parce que l'environnement des startups, c'est un environnement qui est en mouvement continuel. Et pour cela, pour répondre aux enjeux qu'il y a, la solution chez Lyon, c'est de se former. Se former, on se forme en école primaire, enfin maternelle, primaire, collège, lycée, le début des études, et ensuite on ne parle plus du tout de formation, alors que c'est toujours aussi important et le monde bouge toujours aussi vite, voire plus. Donc c'est vraiment la solution chez Lyon de se former. Et pour cela, on propose plusieurs formations. Une formation growth, donc augmenter son business, la croissance de son entreprise, data, Web3, management, product. Product, on parle notamment de la session agilité, donc c'est autour des métiers de PO, PM, comme on va pouvoir en parler aujourd'hui. Donc, je vous ai remis ici la date si vous voulez regarder. Alors, c'est pas que juste, en effet, c'est Product de la prochaine session Product du 11 septembre au 20 octobre. Et donc là, on parle notamment d'agilité. Pour monter en compétence sur ces sujets-là, eh bien d'abord il y a Mélodie qui est sales chez Lyon et qui est votre interlocutrice privilégiée. Et ensuite il y a Céline que vous pouvez apercevoir juste ici, qui est une de mes collègues et qui pendant cette interview vous posera des questions dans le chat, vous donnera des ressources, etc. Euh, Avant de commencer, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu plus qui vous êtes? Est-ce que vous êtes déjà dans le product? Est-ce que vous êtes dans l'agilité? Est-ce que vous cherchez à le devenir? Quelles questions est-ce que vous vous posez? Comme ça, en fonction, on pourra orienter les réponses, enfin les questions pour Aurélie, dont moi je ferai la journaliste. Voilà, vous pouvez vous présenter en 2-3 mots dans le chat, dire où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Et n'hésitez pas vraiment à utiliser le chat pendant tout ce webinaire. Alors, j'accueille les gens qui continuent à arriver. Hop, hop, voilà. Tchouk. Donc, c'est ce que je disais. N'hésitez pas à mettre dans le chat qui vous êtes. Comme ça, on peut voir un petit peu plus là où vous en êtes aujourd'hui, si vous connaissez déjà Lyon, etc. Aurélie, je te laisse la parole pour ce moment ensemble. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Et oui, tout à fait. Bonjour à tous. Je travaille effectivement actuellement en tant que product manager et première product manager dans une société qui est passée, une start-up montpelliéraine, qui est passée de 10 personnes il y a un an et demi, à plus de 70 aujourd'hui. Donc, qui a grandi très vite. Tous les départements se sont créés et organisés un peu dans les 6 derniers mois. Il n'y avait pas de département produit jusqu'à que j'y arrive. Donc, je crée le département produit. Et donc, c'est une société qui développe des capteurs connectés. Donc, c'est plutôt une société hardware initialement, des capteurs connectés à une app mobile, tablette et dédiée à des kinés. Donc, principalement, Kinven s'est fait connaître pour des kinés dans le sport de haut niveau. Et puis, aujourd'hui, on va aussi vers le monde du fitness. Voilà. Sinon, je suis de formation bioinformaticienne. Donc, assez loin de ce que c'est aujourd'hui, mais ce que j'ai appris dans l'informatique me sert toujours aujourd'hui. Et
À ce stade de ma carrière, j'ai été à peu près autant d'années freelance/entrepreneur que salarié. Et autant dans l'entrepreneuriat, puisque j'ai créé moi-même une première société à 24 ans dans le e-commerce appliqué à la photo, que dans des startups pour lesquelles j'ai travaillé en France et aux États-Unis, que dans des grosses boîtes pour lesquelles j'ai travaillé, des scale-up aussi également. Voilà, et sur différents postes, donc principalement product owner, un peu de scrum master et product manager. Un peu de tout, hyper polyvalente et dans des environnements hyper différents. Un peu de C'est tout, voilà, et un peu d'agile à la maison aussi, un peu beaucoup, avec deux petits bouts de 2 et 4 ans, parce qu'il y a beaucoup d'inspiration de mon quotidien en entreprise, que j'applique à la maison, notamment les rituels. J'essaie de de les déployer aussi à la maison, pour m'inspirer de certaines pratiques. Merci Aurélie. Euh, quels sont tes sujets de prédilection du coup? Quels sont vraiment tes sujets préférés? Et, euh, et comment est-ce que tu as commencé à te former? Comment j'ai commencé à me former à l'agilité ou au product management? Oui, c'est bien ça la question, hein. Oui, oui. Ouais. Comment j'ai commencé à me former? Ben, en fait, quand même beaucoup sur le tas par, les opportunités, professionnelles qui venaient. Donc, moi j'ai commencé, donc plutôt dans le monde de l'entrepreneuriat. Puis ensuite, j'ai travaillé chez SFR en approche complètement classique. On en parle de moins en moins maintenant, mais cycle en V, ça parle peut-être encore à certains. Et ensuite, j'ai été embauchée, chez, Vente Privée, VP maintenant, en tant que product owner. Quand j'y suis arrivée, donc Vente Privée existait depuis déjà une dizaine d'années et était vraiment sur des approches très classiques de mise en place de vente par marque, par produit, comme il y en a toujours aujourd'hui. C'était très processisé, c'était vraiment les mêmes étapes qui se déroulait, la négociation avec la marque, le client, la commande de produits, puis ensuite tout le déroulé du shooting photo dans les studios avec les mannequins, du choix des produits qu'on mettait en avant, des maquettes à réaliser, etc. etc. Mais moi, je suis arrivée pas justement pour mettre en place ce type de vente et de process, mais sur un tout autre projet qui était le premier projet qui sortait des process classiques chez VP à l'époque, qui était un projet pour vendre des billets de spectacle à prix réduit, qui existe toujours aujourd'hui, mais qui du coup allait communiquer avec tous les acteurs de la billetterie en ligne. Ok. Et donc, qui demandait voilà, de sortir des bases de données de vente privée qui avaient déjà été déployées et des process classiques. Donc, ils se sont dit, tiens, si on partait sur des approches agiles et si on déployait du Scrum pour ce projet-là spécifiquement. Et donc, c'est comme ça que j'ai été formée pour la première fois au Scrum. On avait à l'époque un coach de chez Microsoft qui était venu nous former. Ok. Et puis, du coup, assez rapidement derrière, j'avais passé ma première certification Product Owner. Et voilà. Et depuis, bah, j'ai pas trop quitté le Scrum. Toujours dans ce milieu-là. Et Ouais, toujours. du coup, l'état d'esprit product est hyper important pour toi. Oui, tout à fait. Pourquoi est-ce qu'il est si important l'état d'esprit dans ton métier aujourd'hui, product? Bah, oui, l'état d'esprit product, ça va donc avec ces approches agiles et ça va quand en le comparant à plutôt une approche orientée solution. On parle souvent d'approche orientée produit versus approche orientée solution. Donc, quand on parle d'approche orientée produit, c'est qu'on met donc les besoins utilisateurs au centre de tout, la valeur utilisateur que l'on apporte. Et donc ça veut dire apprendre à connaître les utilisateurs, apprendre à poser les bonnes questions, les questions qui répondent, qui soulèvent les besoins et les attentes utilisateurs, et non pas être dans une approche solution où on propose déjà un produit et on le teste sur le marché pour voir si ça répond ou non aux utilisateurs. Ok, ok, ok. Très, très, donc, toujours pour les utilisateurs, dans cette démarche de est-ce qu'il en a vraiment besoin? Est-ce que... Oui, et c'est vraiment toujours revenir à cette question, quelle valeur utilisateur je peux apporter? Ok, Et donc, quand je vais prioriser, c'est qu'est-ce que je vais qu'est-ce qui va apporter le plus de valeur à mes utilisateurs, plutôt que se dire, tiens,
projet-là ou ce produit-là, tiens, je sens que c'est un produit qui peut fonctionner sur le marché. Tiens, essayons et puis voyons ce qui se passe. Marche. D'accord, voilà et c'est une approche donc ça paraît effectivement logique de commencer par les besoins utilisateurs, mais dans les faits, c'est pas toujours le cas dans les entreprises. Oui. Moi, dans l'entreprise dans laquelle je suis, c'est tout le travail que je fais. C'est les associés sont initialement des ingénieurs plutôt orientés hardware, donc ils adorent créer des produits hardware, ils adorent créer des devices connectés. Et des fois, voilà, ils sont pris dans cette fougue de l'innovation, à vouloir faire de la R&D, et c'est très bien. Et il faut aussi les ramener à OK, très bien ce produit, mais à quel besoin répond également exactement ce produit. Quand on parle de pain point, quel pain point, quelle problématique vraiment on adresse en souhaitant lancer ce produit sur le marché. OK. Tu nous parlais donc de ta boîte. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, la boîte dans laquelle tu es en ce moment? Peut-être aussi le persona, puisqu'on parlait des utilisateurs? Oui, donc ce que l'on fait actuellement, c'est on a actuellement 7 ce qu'on appelle des capteurs connectés. Donc, c'est des capteurs de force, d'amplitude de mouvement, de pression. Donc, on a des capteurs qui sont un petit peu, par exemple, des plateformes de force qu'on met au sol pour faire des sauts, pour faire des squats, mais aussi des plus petits éléments pour calculer la force en poussée, en tirée, etc. Et donc, ce sont des capteurs qui sont connectés tous ensemble à une même application mobile et tablette et qui est dédiée à des kinésithérapeutes. Donc, pour adresser toute la rééducation patient. L'idée étant d'amener plus d'objectivité là où les kinés sont encore très dans le subjectif. OK. Dans la rééducation. Et puis, l'idée aussi, c'est de motiver les patients. La rééducation, parfois, voilà, au début, on est motivé, et puis à un certain stade de la rééducation, quand c'est une rééducation post-opératoire, on peut perdre un peu sa motivation. Et c'est aussi de les autonomiser dans des exercices personnalisés selon leur pathologie, selon leur pathologie, exactement. OK. Donc ça, c'est l'actuel. Et après, on va aussi vers d'autres marchés, notamment le marché du fitness, voilà, qui est un autre gros marché Trop que l'on bien. peut adresser. Bah, très clair, merci. C'est Kinvent, hein, c'est ça le nom de ton Exactement, entreprise? oui. KINVENT. Et donc, je vois que tu as été Product Owner, Scrum Master, Product Manager. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toutes les responsabilités que ces métiers ont en commun, ou au contraire, comment elles se différencient? Oui, alors, c'est une grande question, assez large. Les responsabilités qu'elles ont en commun, comment elles se différencient? Alors, donc déjà, il y a pas mal de confusion entre le terme product manager et le terme product owner. Donc, moi, je vais vous donner mon point de vue. Je ne dis pas que c'est ce que pense tout le monde, mais de mon point de vue, donc, le terme product owner vient du Scrum, justement. Il est clairement défini dans le Scrum Guide, qui est un petit bouquin, enfin, bouquin, ça se trouve en ligne, qui fait 15 pages et qui décrit très clairement à la fois l'approche Scrum, qu'est-ce que c'est, quels sont les rituels, quels sont les rôles. Et donc, le product owner fait partie de ce rôle au sein d'une équipe Scrum, au même titre que le Scrum Master et au même titre que l'équipe de dev. D'accord, sachant que dans une équipe Scrum, on dit qu'il n'y a pas de hiérarchie, tout le monde est à un même niveau de responsabilité, enfin, un même niveau hiérarchique, et que même au sein des devs, il n'y a pas forcément d'intitulé de poste. On parle d'équipe de dev, d'accord, même si parfois il peut y avoir tout à fait des préférences, effectivement, sur certaines technologies ou certaines appétences à tester, pas tester. Et donc, le product owner, lui, dans l'approche Scrum, il va être responsable principalement de la gestion du backlog produit pour définir les besoins utilisateurs et pour faire en sorte, avec son équipe de dev, que ces besoins utilisateurs soient bien implémentés, soient bien développés, voilà, avec le rythme des sprints. Donc, ça, c'est une chose. Et souvent, donc, le product owner va être plus sur la partie, comme on dit, de delivery. D'accord. Donc, la Oui, partie delivery, c'est oui. vraiment plus voilà, le développement des features
des user stories, là où le PM va englober un petit peu plus, va englober plus la partie discovery et aussi du delivery pour travailler aux côtés du PO si dans une organisation, il y a des PM et des PO. Donc, dans certaines organisations, on trouve des product managers et des product owners. Dans d'autres organisations, il n'y a plus que des product managers. Donc, du coup, l'organisation va fonctionner forcément différemment. Mais pour moi, donc, le product manager va travailler sur toute la dimension interview utilisateur, prototype, basse ou haute fidélité avec des UX UI designers, test de ces prototypes en live avec des utilisateurs, et puis tout ce qui peut être vraiment rencontre utilisateur sur le terrain, voilà, apprendre à connaître l'utilisateur pour aller vers un besoin clair ou une problématique claire à adresser. Et ensuite, il va y avoir un travail avec le PO pour définir justement et découper ce besoin, cette problématique en petites user stories ou features pour ensuite passer vers la partie delivery. Maintenant, ce n'est pas la discovery d'un côté, la delivery, tout ça, c'est intriqué en permanence dans un projet, bien sûr, et au sein d'un sprint, il y a à la fois de la discovery et à la fois de la delivery. Donc, voilà. Donc, moi, c'est comme ça que je vois POPM. Et après, pour moi, ce n'est pas une obligation d'avoir des PO et des PM. On peut très bien fonctionner avec eux, des PM qui vont travailler, qui vont être leaders sur certains sujets plus que d'autres au sein d'une organisation, mais qui vont autant chacun faire de la discovery que de la delivery. Ok. Oui. Non, enfin voilà, et je me demandais, tu parlais delivery et Scrum. Est-ce que le Scrum a autant de succès dans la delivery du coup? Pourquoi il a eu tant de succès? Alors, je pense que déjà, il y a eu une forme un petit peu de mode venant des États-Unis dans les années 2010 qui a pas mal plu en France. Là où on sentait que les approches classiques, ça fonctionnait plus, qu'on avait besoin d'être sur des itérations plus courtes de développement, qu'il fallait aller plus vite pour lancer en production des nouvelles features. Que le rythme s'accélérait dans le monde des startups et que du coup, il fallait être sur d'autres approches méthodologiques. Donc, dans le Scrum, on parle de framework. Après, pour moi, ce que le Scrum apporte, c'est une forme de structure, de clarté sur les responsabilités, sur les rituels que le Scrum apporte pour éviter justement du défocus. À partir du moment où on suit ces rituels, on pourrait s'en tenir qu'à ces rituels-là au sein de l'équipe Scrum. Et du coup, on sait que ça a lieu à telle heure, soit tous les jours, soit une fois dans le sprint selon les rituels. Et donc, on minimise pour moi le défocus avec d'autres réunions qui pourraient arriver comme ça sans qu'on s'y attende. Ça pose un certain nombre d'éléments et de valeurs autour de la communication et la collaboration, encore une fois par ces rituels. Et puis, en fait, pour moi, le Scrum, et c'est ce qui m'a plu, moi, quand j'ai découvert, c'est que c'est simple à comprendre de prime abord et c'est défini en 15 pages dans le Scrum Guide. C'est difficile à mettre en place, en tout cas à bien mettre en place. Et donc, c'est là que c'est intéressant parce qu'on se rend compte que même si c'est simple à comprendre, la mise en place, elle n'est pas si simple que ça. Il y a toute une marge de progression pour la facilitation de chacun des rituels. Ok. Je vois que tu es plutôt du côté du, du Scrum Guide. J'ai l'impression que Johan aime un peu moins. Il nous disait dans les commentaires une grosse Bible qui donne envie de mourir. Donc, ça développe bien sa pensée. Grosse Bible, ça fait 15 pages, donc c'est pas long à lire. Après, effectivement, c'est pas passionnant à lire. Oui. Maintenant, moi, souvent, quand je fais des formations et puis souvent quand il y a des formations avec des certifications à la clé, forcément, il faut le dire, le Scrum Guide, parce que les certifications et les questions posées pour devenir Scrum Master ou Product Owner, elles partent du Scrum Guide. Et moi, ce que j'aime bien dire, en soi, le Scrum Guide, on n'est pas obligé de le suivre à la lettre, mais c'est bien de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans pour savoir si on fait du Scrum tel que le Scrum Guide le définit ou on fait quelque chose qui est adapté du Scrum. Et ça peut être très bien aussi. Est-ce que tu peux nous donner les tips et les conseils que tu as du coup dans la facilitation des rituels Scrum, nous les présenter très rapidement et voilà quels conseils pour bien les mettre en place?
Ouais, tout à fait. Et ben, donc pour ce qui est du sprint planning, la planification de sprint, et ben, je pense que déjà c'est un rituel qui permet de garder un focus et qui force à être sur une approche de priorisation claire et à se poser à chaque fois les bonnes questions de OK, quel est le problème que l'on veut adresser dans ce sprint qui arrive, ou quels sont les trois principaux problèmes que l'on veut adresser dans ce sprint qui arrive. Et parmi ces trois, quel est le premier à adresser en priorité qui va peut-être faciliter les deux autres. Donc, pour moi, la planification de sprint, bah, c'est à la fois avoir des outils de management visuel avec un backlog du produit, une roadmap peut-être plus haute en termes de stratégie à l'année, par exemple, ou au semestre, qui est claire et qui permet aussi, du coup, bah, de savoir ce que l'on priorise d'un sprint à l'autre. Et c'est pour moi, à chaque sprint planning, bah, de se poser les mêmes questions et de se questionner d'abord, c'est voilà, quelles sont ces bonnes questions qu'il faut se poser à chaque fois pour que ce soit fluide, qu'on s'accorde sur qu'est-ce qui va apporter le plus de valeur à nos utilisateurs là dans cette prochaine itération qui arrive et comment on s'organise au mieux pour le mettre en place. Et donc, pour Donc ça, savoir ce qui c'est leur apporte de la valeur, tu les interroges beaucoup, je suppose, les utilisateurs? Enfin, Oui, bah, alors tout à fait. Et donc ça, c'est toute la partie discovery. Pour moi, un bon product manager, effectivement, il est en contact au moins une fois par semaine avec un de ses utilisateurs, voire selon les business, une fois par jour. Alors nous, on a beaucoup de chance chez Kinvent, c'est qu'on a des kinés qui travaillent, qui sont salariés en oui, oui. interne à mi-temps, ce qui est assez extraordinaire par rapport à d'autres boîtes dans lesquelles j'ai pu passer, parce que du coup, bah, je sais que je les ai au moins 2 fois par semaine sur des demi-journées. Du coup, je peux préparer des ateliers de travail, des ateliers de réflexion. Je peux préparer mes questions, mes interviews avec eux. Et on a aussi une communauté de kinés partenaires en France et à l'international. Voilà, qu'on sait qu'on peut interroger un petit peu à tout moment, qui sont nos early adopters. Au-delà de voilà, toute la communauté de users à qui on peut envoyer bah, du coup, des questionnaires ou à qui on peut proposer via des newsletters ou via notre approche de user research bah, des tests plutôt live avec des prototypes, par exemple. Donc oui, questionner ses utilisateurs, ça reste C'est la clé. la clé. Oui, Donc ça, oui, c'était pour le sprint planning. Donc après, en Scrum, ce que l'on a, eh ben, c'est le daily meeting, le stand-up meeting. Il y a plusieurs termes qui peuvent être utilisés. Là, ben, en fait, c'est vraiment s'accorder sur. Alors, encore une fois, ce rituel, il paraît simple de prime abord. Ce que le Scrum Guide dit, c'est que ça doit durer 15 minutes et que chacun doit s'exprimer Mmh. en 15 minutes en répondant à trois principales questions, souvent, qui sont qu'est-ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour répondre à l'objectif du sprint, et s'il y a des problématiques qui m'empêchent d'avancer comme je devrais, ben, quelles sont-elles? Bon, ok, ça paraît simple. Maintenant, eh ben, c'est pas forcément simple dans les faits, au sein d'une équipe, dès qu'on est plus de 5-6, de tenir vraiment les 15 minutes. On peut vite partir dans des débats d'argumentation ou on peut vite tomber dans des échanges du type bah voilà, moi hier j'ai travaillé sur le ticket 11-28, j'ai pas tout à fait fini, puis aujourd'hui je vais travailler sur le 28-32 et bah, normalement je devrais finir. Ok, bah, il n'y a pas vraiment d'intérêt en termes de communication. Donc Mmh. voilà, on parle de numéros. Qu'est-ce que ça apporte aux membres de son équipe? Pas grand-chose, d'accord? Oui. On est purement sur de la synchronisation, point, d'accord? Pour moi, un bon stand-up meeting, c'est de se poser la question de qu'est-ce que je peux communiquer aux personnes de mon équipe qui va intéresser vraiment les membres de mon équipe, sans trop en dire pour autant, parce que le stand-up meeting reste un point de synchronisation et pas un point pour résoudre des problèmes ou OK. Ah pour oui, d'accord. OK, OK. C'est tenir informer tout le monde, mais c'est pas résoudre les problèmes, exactement, exactement. Donc c'est aussi mettre en place des bonnes techniques pour savoir dire ok, hop hop hop, ce sujet-là, il concerne juste deux Mmh. personnes parmi les 8 qui sont ici présentes dans ce stand-up. Je vous propose d'en parler juste après le stand-up meeting. OK. C'est aussi avoir un élément de management, ce qu'on appelle de management visuel, avoir des éléments visuels pour lorsque l'on communique un état et qu'on se synchronise,
Sinon, pour moi, on se déconnecte beaucoup plus facilement. Donc, c'est bien de partager un tableau Kanban de suivi, d'avancement de tes actions, pour chacun. Ce que j'aime bien souvent travailler avec les équipes aussi, c'est ces petits rituels au sein du stand-up meeting pour se passer la parole ou pour lancer le stand-up meeting, pour pas être dans l'inertie de OK, qui c'est qui commence aujourd'hui. Donc, des fois, ça se fait naturellement. Et puis, moi, je sais par exemple avec des devs, on peut des fois avoir un petit plugin qui lance une roue et puis qui va définir par hasard qui c'est qui commence Quelqu'un. aujourd'hui, par exemple. Donc voilà, ça a aussi apporté un peu de fun, un peu de jeu. Et puis, même chose pour, moi, j'aime bien dire, allez, je lance la balle à Margot une fois que j'ai parlé, par exemple. Et puis Mm. hop, Margot, elle attrape la balle et puis elle s'exprime aussi pour se synchroniser. Oui, essayer de rendre vraiment vivant l'interaction, que chacun puisse participer et tenir les autres informés, parce que c'est comme ça qu'on est plus efficace. Ouais, exactement. Exactement. Ensuite, donc, il nous reste 2 rituels principaux dans le Scrum, qui sont donc la revue de fin d'itération. La revue de fin d'itération, c'est souvent celle que les équipes ont tendance à zapper ou à pas bien forcément mettre en place. Moi, j'ai souvent vu dans des équipes, quand j'arrivais, des revues de fin d'itération qui se faisaient juste entre membres de l'équipe ou voilà, qui avaient lieu une fois de temps en temps, mais pas forcément à chaque fin d'itération. Alors pour moi, c'est le rituel le plus important. C'est celui qui permet de valoriser son travail, de démontrer ce qui a été réalisé ou pas, et si pas, on peut toujours le justifier. Et une bonne revue d'itération, pour moi, c'est une revue d'itération où il y a des utilisateurs qui sont présents. Puisque ce que l'on veut dans Ah une oui, revue de ok. fin d'itération, c'est un maximum de faire réagir des utilisateurs ou en tout cas des parties prenantes. C'est pas forcément que tout soit parfait et que tout soit stable parce qu'on n'est pas un environnement de production, on est dans un environnement toujours de développement, de test. Mais ce qu'on veut, c'est montrer son travail à un état, en l'état, à la fin d'itération par rapport à ce qui était prévu et de faire réagir. Donc, plus on peut montrer des choses live, même si c'est pas parfait, et laisser voilà, soit des utilisateurs pratiquer en live, si c'est possible, ou en tout cas les laisser regarder, les laisser interagir en live sur leurs ressentis, sur leurs questions, sur leurs remarques. Voilà, ça c'est des bonnes revues de fin d'itération. Et ce qui Ok. fait qu'une bonne revue d'itération aussi se déroule bien, c'est de bien la préparer. Souvent, on minimise la préparation que ça demande, mais ça demande une préparation pour savoir qui c'est qui présente ou qui sont les personnes qui vont intervenir pour présenter les features du sprint ou de l'itération. Et moi, je préconise beaucoup que ce soit les développeurs qui présentent eux-mêmes leur travail, parce que du coup, c'est très valorisant et c'est un moyen pour eux, pour les développeurs ou les ingés, d'avoir un lien direct avec des utilisateurs. Ce qui n'est pas forcément le cas sinon au quotidien, quand ils sont plutôt en mode dev. Donc, c'est très important de bien la préparer. C'est très important d'en faire un exercice de communication à la fois interne et externe auprès d'utilisateurs. Donc, de penser aussi un petit peu storytelling parfois, de tiens, qu'est-ce qu'on peut montrer en priorité dans cette revue d'itération, pourquoi dans ce sens-là, qu'est-ce qui va intéresser et qu'est-ce qui va faire réagir d'abord. Voilà. Ne pas tomber aussi dans le fait de se dire que la technique ne va pas intéresser. C'est pas vrai, on peut toujours simplifier même des éléments techniques et ça va aussi intéresser si on arrive à les simplifier sans rentrer dans trop de détails des utilisateurs. Voilà, donc montrer vraiment un maximum de choses dans ces revues d'itération. Et puis pour terminer, le dernier rituel, c'est la rétrospective de fin de sprint. Oui, oui. La rétrospective, là c'est vraiment un point dédié à l'équipe Scrum en elle-même, ou en tout cas l'équipe produit, où on va souvent donc mélanger les responsables produits, donc PO, PM, et les développeurs ou ingénieurs, selon si on est purement sur du software ou aussi du hardware. Et le but, c'est de partager ensemble qu'est-ce qui s'est bien passé dans cette itération, qu'est-ce qui pourrait être encore mieux dans une prochaine itération,
et surtout de proposer un espace de parole qui soit safe, où chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Si il y a des émotions qui ont besoin d'être posées à ce moment-là, s'il y a des coups de gueule qui ont besoin d'être posés en ce moment-là, c'est l'espace, C'est OK, ouais. d'accord. Et donc on dédie un moment pour ça, et puis une fois qu'on l'a fait, on va sur de la construction pour être dans une démarche d'amélioration continue. Et donc c'est vraiment un rituel très important pour s'assurer qu'on est dans une démarche d'amélioration continue en équipe, s'assurer que on grandit ensemble, on apprend ensemble, et sinon on peut vite perdre cette valeur d'apprentissage en équipe qui est primordiale pour moi, hein. Pour moi, la chose numéro un qui fait que les gens sont fidèles dans les entreprises et restent dans les équipes, c'est qu'elles continuent à apprendre. Oui, l'apprentissage, c'est précieux. On en a bien Ouais. conscience. Et c'est, donc un sprint, c'est quoi? C'est 3 semaines? Et ben, un sprint, ça va dépendre d'une organisation à l'autre. Ça peut être 3 semaines. Nous, on est sur des sprints de 3 semaines, par exemple. OK. Il y a beaucoup d'organisations aujourd'hui qui sont aussi sur des sprints de 2 semaines, puisque au-dessus des frameworks de type Scrum, Kanban, on a maintenant des frameworks d'agile à l'échelle. Donc, on a parlé de safe plutôt dans les grosses structures. Et ces frameworks d'agile à l'échelle ont imposé un petit peu un rythme de 2 semaines. Donc on trouve 2 semaines, 3 semaines. Et puis après, il y a certaines startups qui sont en grosse phase de développement, où ça peut être des sprints d'une semaine. Oui. Puis Elon Musk, après, lui, il se vante de faire des sprints d'un jour. Pourquoi pas? Il y a différentes dimensions. Quand même. Juste, rapidement, ça peut paraître bête comme question, mais c'est quoi des frameworks? Alors, framework, ouais, c'est un terme qu'on peut traduire par cadre méthodologique. C'est un peu pompeux comme ça en français. Je ne sais pas trop comment le traduire. C'est pour ça que je l'utilise en anglais d'ailleurs, ça m'arrange bien. Mais voilà, il faut le voir comme une forme de cadre qui donne une structure, une méthodologie. Qu'on peut tenter de suivre initialement à la lettre pour voir qu'est-ce qui se passe, et puis après s'en détacher un petit peu pour l'adapter au mieux à la culture de son organisation. Et OK. donc Scrum est un framework agile. Un des plus connus? Oui, le plus Ouais, connu. le plus connu. OK. Mm. Et comment est-ce que vous mettez en place les priorités, et faites en sorte de les maintenir pendant, pendant le sprint? Peut-être pas que non plus, mais d'un point de vue global, toi, en tant que PM? Mm. Ouais, tout à fait. Donc, moi, en tant que PM, je mets donc déjà, en général, dans une organisation, selon la maturité sur la vision et la product vision, je vais déjà commencer par revoir la vision corporate de l'entreprise à long terme, 3 à 5 ans, puis travailler sur la vision de l'année. Donc, quelle est la vision que l'on veut pour cette fin d'année, et comment notre stratégie produit peut s'intégrer là-dedans. Et souvent, donc, ce sur quoi je travaille, c'est d'établir 3 objectifs principaux que l'on veut adresser pour la fin de l'année. Pour l'année. Et donc, ces 3 objectifs principaux, pourquoi on les pose? Parce que ce sont eux qui vont nous guider ensuite vers des priorisations sprint par sprint ou itération par itération. Sans ces 3 objectifs principaux à l'année, des fois, on n'a pas vraiment de guidance et on peut se perdre et ne plus savoir comment prioriser. Là où moi, en début de sprint ou d'itération, je vais reposer dans les sprint planning la question de OK, on a ce besoin qui est remonté dans le backlog. En quoi ce besoin répond à l'un de nos 3 objectifs annuels? OK. Et le backlog, il Bah vous aide oui, pas à prioriser? le backlog, il nous aide à prioriser, puisqu'on OK. va aussi, moi, dans un backlog, je vais taguer en fait pour chaque besoin sous quel objectif annuel il se trouve. Et puis après, on peut y mettre aussi des priorisations au niveau d'itération. Donc, moi, j'en ai fait ça pendant longtemps avec des équipes, de mettre des story points ou des priorisations vraiment qui sont souvent un rapport entre le besoin utilisateur et la complexité technique. Ça marche dans certaines équipes. J'avoue qu'aujourd'hui, je le fais plus. Je trouve qu'aujourd'hui, ça me prend plus de temps que ça m'apporte vraiment. OK. Donc, je vais plutôt avoir vraiment une vision à long terme et une vision annuelle très claire, des objectifs annuels clairs, pour ensuite savoir comment prioriser d'une itération à l'autre.
Et là où on est agile, c'est que effectivement, selon toute la discovery qu'on fait, selon les interviews utilisateurs sur des thématiques très précises, il y a des besoins très précis qui vont aussi remonter et le backlog, il va bouger un petit peu en permanence. Oui. Mais là où on veut être sûr de ne pas se perdre, c'est de se reposer la question de OK, ce besoin-là, effectivement, il est intéressant. On n'est pas trop sûr de la valeur qu'il apporte aux utilisateurs encore. Et est-ce qu'il répond à l'un de nos objectifs annuels? Est-ce que tu Non, as un pas exemple vraiment. concret peut-être de priorisation qui a changé comme ça, que tu as fait évoluer? Oui, en fait, par exemple, donc nous, on a actuellement chez Kinvent 2 approches chez les kinés, donc on fait des approches de bilan kiné et des approches ensuite d'exercice, de training, d'entraînement. Et donc actuellement, on est plutôt positionné sur du bilan kiné, là où l'entraînement, il y a beaucoup moins d'utilisation. Donc on va avoir plutôt 75 d'utilisation versus 25 d'entraînement dans l'app. C'est ça le rapport. Un de nos objectifs pour la fin de l'année, c'est de passer à 50-50. OK. Donc, ça veut dire que si on veut se tenir à 50% d'entraînement, là où on est à 25 aujourd'hui, ben, la majeure partie des features et de nos besoins, itération par itération, doit répondre à cette stratégie, à cet objectif. Oui. D'accord? Donc, si d'un seul coup, on part dans une idée un peu folle de développer un nouveau produit parce que, voilà, un événement de kiné, il y a un kiné qui nous a dit, tiens, ce serait génial d'avoir ce type de produit pour de la rééducation. Et que du coup, on se dit, ah ouais, top, allez, on y va, bam. Et moi, je vais ramener pendant les sprint planning, par exemple, ce produit, dans les phases de discovery, ce produit, effectivement, super intéressant et super produit pour de la R&D. Maintenant, est-ce que vraiment ce produit va répondre à l'augmentation de notre partie entraînement dans l'app pour le passer de 25 à 50 cette année? Mmh. Non. OK. Peut-être qu'on va le revoir en 2024. OK. Ouais, c'est clair. Hem et justement ça je suppose que parfois ça peut amener des conflits, ça ou d'autres conflits dans les équipes agiles. Comment est-ce que tu fais pour les résoudre? Voilà, essayer qu'on passe, à autre chose et pour, résoudre les conflits? Ouais, pour résoudre les conflits, alors, il y a plein de types de conflits. Quand c'est des conflits, par exemple, À toutes même. de dé oui, Non, je crois que Benjamin? c'était N'hésitez pas, oui, d'ailleurs, si vous avez des questions. complètement. Donc, et si on a dans le chat, mais de toute façon, tu nous arrêtes, Céline. Donc, les conflits, si c'est des conflits plutôt un petit peu de positionnement ou liés à la priorité, et que chacun y va un petit peu de son point de vue et que ça tombe vite dans des débats d'argumentation, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je ramène à la question: OK, qu'est-ce qui apporte le plus de valeur à nos utilisateurs là actuellement? Ou qu'est-ce qui va apporter le plus de valeur à nos utilisateurs dans les prochaines semaines? Mmh. D'accord? Donc, pour tout ce qui est conflit autour de la priorisation, pour moi, c'est revenir à la valeur apportée aux utilisateurs. OK. Parce que, en fait, c'est ce qui nous accorde tous. Au fond, pour le développement d'une organisation, c'est ça qu'on veut, c'est satisfaire nos utilisateurs. Ouais. Donc voilà, et donc on peut ne pas être d'accord sur des priorités. Donc voilà, par contre, on réadresse cette question et là, ensemble, on en discute jusqu'à obtenir un consensus sur ce qui apporte vraiment le plus de valeur ou ce qui va apporter le plus de valeur dans les prochaines semaines à nos utilisateurs. Pour ce qui est des conflits humains, puisque quand même la majeure partie des problématiques en entreprise sont Certes. des problèmes de communication, euh, des problèmes de communication humaine. Pour moi, donc, c'est le rituel de la rétrospective qui va aider à résoudre ça. Pour moi, c'est pas forcément à chaud réagir, mais c'est plus soit faire des one-on-one quand ça concerne une personne où il y a quelqu'un qui est pas bien et sa manière de réagir, voilà, ça peut être par des émotions plus ou moins fortes. Moi, ce que je fais en général, c'est que du coup, je lui propose un one-on-one pour échanger ensemble, pour comprendre qu'est-ce qu'il y a sous cette réaction émotionnelle.
Et puis si je sens que dans une itération, par exemple, il y a eu pas mal de tensions au sein de l'équipe, diverses et variées, eh bien, je vais penser ma rétrospective différemment que Ok, une rétrospective suite à une itération où tout est fluide. D'accord. oui, Et je vais penser une rétrospective qui va être plus orientée justement sur créer un espace de parole qui est sécure, où tout le monde va se sentir bien, où on va peut-être commencer par de la gratitude, où on va peut-être, par exemple, en début de rétrospective, échanger chacun des merci pour ce que chacun a pu faire envers l'un, envers l'autre. Voilà, pour un petit peu poser aussi installer un tout ce climat qui quand même s'est bienveillant. bien passé. Voilà. Et puis ensuite, adresser du coup les tensions. Et voilà. Et donc, oser vraiment poser les questions sur ces tensions qui se passent, ne pas les détourner. Et pour ça, la rétrospective, c'est vraiment le lieu, l'espace idéal. Ok, trop bien, très clair. Moi, ça concerne les utilisateurs, on regarde les objectifs et on regarde la valeur qu'on peut leur apporter. Et quand c'est humain, on installe un climat de confiance, on discute, on communique le plus possible par des one-on-one, par des activités ensemble, etc. Il y a Imen qui nous demande comment vraiment tu mesures la valeur apportée à l'utilisateur. Mmh. Très bonne question, Humaine. Et pour moi, là-dessus, il y a des mesures objectives et subjectives. Donc, il y a bien sûr des mesures où on peut aller demander aux utilisateurs des feedbacks, on peut aller leur demander de mettre des notes, des retours. Voilà, ça, c'est du subjectif, d'accord. Ça apporte des tendances et c'est très bien. Je pense qu'il faut le faire, il faut continuer à le faire et que c'est très valorisant. Maintenant, c'est souvent biaisé parce que souvent les personnes qui apportent des retours sont soit les gens très contents, qui Hmm, sont voilà, souvent les ouais, early adopters, les fans, soit soit les les gens pas détracteurs. contents du Ouais. tout. Mais tous les gens entrent sont souvent ceux qui n'apportent pas forcément de feedback ou prennent pas le temps de le faire, alors que ce serait plutôt de ces utilisateurs-là qu'on voudrait des retours. Donc ensuite, il faut passer à de l'objectivité et pour ça, il n'y a pas le choix du coup de passer sur de la data, d'avoir des outils vraiment qui suivent les comportements utilisateurs, qui permettent de voir qu'est-ce que l'utilisateur fait pas, pourquoi. Donc de poser des hypothèses par rapport à ça et ensuite de valider ou d'invalider des hypothèses en peut-être questionnant les utilisateurs précisément sur voilà, des problématiques, des thématiques précises, des boutons qui ont été mis à des endroits précis et puis qui ne sont pas utilisés, des fonctionnalités qui ne sont pas du tout utilisées, alors que en fait, il y a eu des demandes utilisateurs très fortes initialement dessus. Voilà. Pour moi, après, là-dessus, il y a que la data qui parle et il y a que ça qui est vraiment, réellement objectif. Et, voilà, les utilisateurs vont pouvoir faire des retours, mais les actions ne vont pas forcément être celles qui est exactement liées au retour apporté. Ok, merci beaucoup. J'espère que Imen, c'est plus clair pour toi. N'hésite pas. Oui, Tu super, trop merci. bien. Plus de précision. Encore, si on parle de mesures, Ouais. euh, tu parlais tout à l'heure de ce que vous faites à la fin du sprint, mais sinon, plus globalement, comment est-ce que tu mesures le succès d'une équipe agile? Autre que juste avoir atteint les résultats. Enfin, je pense que ça joue beaucoup du coup. Mais Ouais, le succès d'une équipe agile, ça va pas te plaire la réponse, mais moi j'ai envie de dire que pour moi, c'est à l'équipe de définir qu'est-ce qu'on considère être ou qu'est-ce qu'on a envie de suivre comme élément de succès. Parce qu'en fait, je pourrais te donner des éléments de réponse, mais en soi, c'est très compliqué d'établir vraiment cette notion de succès. Pour moi, la notion de succès, elle va être différente d'une personne à l'autre. Comme j'aime pas du tout dans l'agilité quand on dit oser faire des erreurs. C'est souvent quelque chose qu'on retrouve dans ok, l'agilité. Être agile, c'est aussi donner la possibilité à des équipes de faire des erreurs. Oui, OK, mais pour moi, c'est pas parce qu'on dit, «Vous avez le droit de faire des erreurs» que pour autant, faire des ça erreurs. va se passer. C'est quelque chose de très personnel. Pour moi, selon l'éducation que l'on a eue, selon l'expérience dans sa scolarité que l'on a eue, le rapport à l'erreur ne va pas du tout être le même d'une personne à l'autre. Et il y a des gens pour qui c'est
c'est pas possible. Il y a des gens pour qui, si, l'erreur, c'est le côté empirique des choses, c'est testé, et voilà, et on passe à autre chose, et on parle même pas d'erreur à la limite. Et pour moi, la notion de succès, c'est un peu pareil. C'est quand même très personnel. Donc, encore une fois, c'est à questionner, c'est savoir poser des bonnes questions au bon moment. Pour moi, en tant que PM, dans les rétrospectives, ça va être aussi pour moi des indicateurs très personnels où d'une fois à l'autre, si je vois comment réagissent, comment interviennent mon équipe dans les rétrospectives, je vais sentir que ça va plus ou moins bien et que peut-être l'itération, c'était plus ou moins un succès. Mais encore une fois, est-ce qu'on parle de succès à l'échelle de la collaboration de l'équipe, de la communication dans l'équipe, ou succès à l'échelle du nombre de features sorties par rapport à ce qui était prévu initialement? Tout ça, c'est encore une fois très subjectif. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais te donner comme élément intéressant que j'ai pu te suivre en termes de succès? Pour moi, c'est aussi se tenir, par exemple, d'arriver à avoir vraiment des revues de fin d'itération qui sont fun, qui sont bien déroulées, avec des... Oui, voilà. Pour moi, si, le succès, quand même, à l'échelle d'une itération, c'est de faire réagir des utilisateurs. De réussir dans des revues de fin d'itération à faire réagir, à provoquer l'utilisateur pour qu'il apporte ses ressentis, ses remarques, ses suggestions. Ça reste un élément de succès pour moi d'une itération. Ok. Parce que ça permet d'apprendre, pour toute l'équipe, d'apprendre à connaître ses utilisateurs présents. Et que ça aille dans le bon sens pour l'utilisateur ou pas. Hein. On peut des fois développer des fonctionnalités dans un sens, dans une itération de 2 semaines ou 3 semaines, puis se rendre compte par rapport au retour utilisateur que finalement, ce n'était pas exactement ce qu'il voulait. Et que peut-être il n'avait pas su bien le décrire en amont, tant qu'il n'avait rien vu et qu'il n'avait pas pu tester vraiment des choses très concrètes, même si on avait pu faire des maquettes en amont. Ok. Toujours tourner vers l'utilisateur à fond. C'est notre meilleur allié en agilité. Oui, oui. C'est ça qui intéresse tout le monde, c'est d'apprendre au mieux à les connaître et comment ils réagissent dans telle et telle situation. Ouais, tout à fait. Faire des interviews, des enquêtes, etc. Je vois, il y a Yoann qui est toujours sur le guide du Scrum et qui nous demande, vu que c'est compliqué à mettre en place et qu'il y a une différence entre vraiment théorie et pratique, à quoi ça sert de le maîtriser? Oui, Peut-être à c'est une très bonne connaître. question, Yoann. Écoute, en fait, je vais être très cash avec toi. Pour moi, le guide Scrum, il sert surtout à passer les certifications. En fait, et comme ça reste quelque chose que beaucoup de gens veulent aujourd'hui, parce que il faut se le dire, ça fait du bien d'avoir des certifications. Et puis quand on commence dans une carrière, voilà, on a besoin aussi de les mettre en avant. Et donc pour moi, en fait, préparer une certification, c'est un peu comme préparer son code de la route. Donc le code de la route étant du coup le guide Scrum, c'est pas passionnant, mais voilà, c'est ce qui va permettre de pouvoir passer sa certification. Maintenant, le guide Scrum, moi, par exemple, la manière dont je l'approche dans mes formations, c'est pas du tout de le lire tel quel, les 15 pages telles quelles, mais ça va être de faire des quiz autour, ou ça va être de faire une journée de simulation que j'appelle le Scrumception, où je vais dérouler vraiment une itération Scrum, non pas en 3 semaines, mais en un jour, avec tous les rituels, avec des jeux de rôle où quelqu'un va jouer le rôle de PO, quelqu'un va jouer le rôle de Scrum Master, et puis il va y avoir les rôles de développeur et rôle de client. Et puis du coup, on va apprendre vraiment tout ce qui est écrit dans le guide Scrum comme ça par le jeu. Je préfère le code de la route. Ouais. C'est plus clair. Il reste 5 minutes, donc s'il y a encore des questions dans le chat, n'hésitez pas pour que vraiment vous repartiez d'ici avec des clés et des choses à appliquer. Moi, j'avais peut-être envie de te demander quelles étaient les compétences qu'un POPM doit avoir, doit maîtriser, doit posséder pour évoluer dans un environnement agile. Toi qui as fait aussi bien des startups que des grands groupes, que des entreprises de plus longue taille, etc. Est-ce que tu pourrais nous partager ça, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Eh bien, en dehors de tout ce qu'on peut dire, ce qu'on va trouver dans les fiches de poste et tout, pour moi,
Ce que j'aime bien dire souvent, c'est que souvent, ce qui fait qu'on est embauché, ça va être plutôt ces hard skills, qu'on appelle les hard skills, mais ce qui fait qu'on reste dans une boîte, ça va être plutôt ces soft skills. Donc, pour moi, les bonnes soft skills, entre guillemets, d'un product manager et PO, bah, c'est les talents de facilitateur. Pour moi, il y a quand même la facilitation, pour moi, c'est aussi un métier à part entière, ou en tout cas, c'est des techniques, vraiment, ça s'improvise pas, ça s'apprend par l'expérience. Et donc, plus vous pouvez avoir des opportunités de faciliter des ateliers de travail en amont, en phase de discovery avec des utilisateurs, et puis plus vous pouvez être amené à faciliter ensuite des rituels de type sprint planning, rétrospective, revue de fin d'itération, stand-up, tout ça, plus vous développez ces skills de facilitation. Et un bon facilitateur, qu'est-ce qu'il sait bien faire? Il sait poser des bonnes questions au bon moment. Donc pour moi, le questionnement est primordial dans un rôle de product manager et de product owner. Et de poser des bonnes questions au bon moment, c'est de poser des questions qui sont ouvertes, mais pas forcément trop ouvertes non plus, pour avoir des éléments de réponse précis, Oui. versus des questions en oui ou non, ou des questions tiens, tu ne crois pas qu'on devrait plutôt faire ça voilà, avec des questions orientées ou avec un peu des formes de propositions Faire du passer une compétent. idée, mais que la personne ait quand même C'est son mot ça, à dire. exactement. Donc il y a plein de techniques aussi sur le questionnement qui sont vraiment intéressantes à développer pour moi. Et puis où justement on se voit progresser parce qu'on voit que l'équipe en face, elle va réagir, elle va se dire: «Ah tiens, ça c'est une bonne question», et puis du coup les éléments de réponse vont vraiment être précis, vont être intéressants. Je pense que la culture technique, c'est quand même, une qualité ou un élément à développer en tant que product manager, product owner. En tout cas, bon, moi, ayant fait quand même des études avec de l'informatique, je trouve intéressant d'avoir une culture technique, de connaître un minimum comment fonctionnent les architectures, qu'est-ce qu'une base de données. J'ai fait un peu de développement informatique, donc je connais un minima le code, même si aujourd'hui je suis complètement détachée des frameworks de développement Oui, ça évolue très vite. Mais voilà, je trouve que d'avoir une culture technique, c'est aussi un élément qui permet d'être plus proche de son équipe oui, technique et vraiment les pouvoir poser comprendre. des questions sans avoir l'air bête, voilà, qui sont Ok. quand même. Et les devs aiment ça. Les devs, enfin moi, toute mon expérience dans toutes Passionné, les donc équipes de devs, ils ouais. aiment bien. Ouais, c'est ça. Ils adorent qu'on leur pose des questions aussi techniques. Quand bien même des fois, voilà, c'est pas purement pertinent. Ils sont souvent, enfin non, quasiment tout le temps très contents d'y répondre, quoi. Moi, je trouve que c'est vraiment en général, voilà, des profils où ils sont ouais, tellement passionnés par la technique, ils sont très contents d'y répondre. La dernière chose que je dirais, c'est aussi des qualités un peu de coach. Il y a dans le product manager, il y a le terme manager, et donc parfois il y a un peu une confusion de un product manager doit être manager. C'est pas forcément moi mon point de vue. C'est vrai que maintenant des approches agiles et notamment du Scrum où on est plutôt sur de l'horizontal en termes de responsabilité, donc tout le monde est à un même niveau hiérarchique. Je dirais plus que voilà que des qualités de manager, je dirais plus des qualités de coach. Et le coach c'est ça, c'est quelqu'un qui sait être à l'écoute, de l'écoute active et qui va poser du coup les bonnes questions au bon moment, qui sait au bon moment dire tiens, faisons un one-on-one et discutons-en, ou qui Hmm. sait, voilà, écouter tout ce qui se passe aussi en termes de communication verbale et non verbale Oui, dans une équipe. Et puis avoir aussi cette énergie de leader, ce leadership, et donner l'exemple sur un certain nombre de mises en mouvement et d'actions. trop bien. Trop clair, merci, merci beaucoup Aurélie. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à nous partager sur l'agilité, sur toi, sur voilà, globalement, des Eh dernières choses que tu ben, je trouve que c'est un super métier, c'est ultra complet, donc allez-y, lancez-vous si vous n'êtes pas lancé, et puis si vous voulez progresser, ouais, allez vers le questionnement, vers le coaching, la facilitation, tout ça, je trouve que c'est des éléments à apporter, des belles cordes à apporter à son instrument de product manager. Donc voilà, il y a plein d'éléments au-delà de la partie produit aussi à développer autour. Et puis après, sur tout ce qui est aujourd'hui outils et toutes
les outils d'IA qui arrivent, je pense que c'est aussi assez passionnant et ça va aussi apporter d'autres dimensions au métier de product manager. Donc, je sais que moi, ça me, ça me fascine là en ce moment, tout ce qui se passe et je trouve ça génial que c'est en train de changer pour le métier de PM et de PO. Oui. Sûr que ça va être un changement un peu partout, je pense, mais surtout quand il faut Ouais, délivrer quelque chose. Je sais notamment que sur ChatGPT, on parlait de l'importance d'interviewer ses utilisateurs. On peut te demander, par exemple, si tu étais un dentiste, un PM, voilà, comment aimerais-tu que je réponde à ce besoin-là? Et en fait, ouais, c'est ça, c'est hyper intéressant. ouais, ouais, ouais. ChatGPT est très bon pour se mettre dans la peau d'un persona, Ouais. effectivement, et de l'interroger comme ça. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, trop bien. Bah, un grand merci Aurélie d'avoir été avec nous. J'espère que vous repartez avec un peu plus de concret, que l'état d'esprit, de l'agilité est plus clair pour vous, que vous avez peut-être des méthodes ou des petites brides de ce que vous avez entendu, que vous avez envie de tester, de mettre en place dans vos équipes, ou voilà, simplement que vous en connaissez davantage. Si Product, c'est un environnement qui vous intéresse et que vous voulez vous former, voilà, nous chez Lyon, bah, on propose la formation product. On a parlé de l'état d'esprit product, la recherche utilisateur, ça c'est la deuxième session. L'agilité, c'est la troisième session. Ensuite, il y a tout ce qui est product design, travailler avec les devs, le no-code, euh, suivre son produit grâce à la data. Voilà, on a parlé de tout ça et nous, c'est vraiment le thème de nos sessions. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas. Dans le chat, il y a les informations. On organise aussi souvent d'autres Lion Lunch avec des experts comme ce midi. Donc voilà, les prochains événements arriveront. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi. Merci beaucoup Aurélie Merci à toi, Margot. et sûrement à Merci, bientôt. Céline. Et oui, Au à très revoir. vite. Au Bon revoir. appétit. Également.